quelque chose qui soit utile. C'est-à-dire en clair, il y a d'un côté effectivement des serious games. Alors je suis un peu brutal dans mes propos, mais vous connaissez la distinction entre game et play hein, dans le modèle anglo-saxon. Donc le game c'est une activité structurée avec des règles, hein, c'est le bridge. Le play c'est une activité libre et créatrice. Et donc quand on fait du serious game, on met du sérieux sur du sérieux. C'est pour ça que ça plaît à beaucoup de DRH. C'est pas forcément sûr que ça plaise aux autres dans l'entreprise, mais enfin bref. Bon. Puis de l'autre côté, il y a des jeux où on s'éclate, hein, on balance des petits oiseaux sur des cochons. Puis une fois qu'on a balancé des petits oiseaux sur des cochons, on se dit qu'est-ce que j'ai fait. Bon. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut pas faire quelque chose qui, en balançant, qui soit aussi marrant que de balancer des oiseaux sur des cochons, mais qui serve quelque part à faire ce que moi j'appelle dans la boucle l'intuition rationalisation, à ouvrir le cerveau, quoi. Et effectivement, Idriss Aberkan, c'est un jeune qui est spécialiste de neurosciences cognitives et qui lui dit mais moi je sais les gestes qui font que ça laisse quelque chose dans le cerveau de positif. Hein. Et donc notre premier jeu, Quark, consistera à balancer des quarks les uns sur les autres. Et puis si on les balance bien, bah, ça fait des protons, puis des neutrons, puis de la matière. Et puis de l'autre côté de l'échelle, il y a des galaxies. Puis si on touille bien les galaxies comme il faut, bah, ça fait des étoiles. Si on les touille pas comme il faut, ça fait rien, quoi. Bon, voilà, à peu près dit en 2 mots. Et moi, l'idée, ce que je souhaite, c'est que après, les enseignants disent à leurs élèves, bien, joue à Quark, parce que des gamins qui ont joué à Quark, quand après on met ce qui pour moi est très importante, la couche de rationalisation qui est vraiment toujours nécessaire, on la met sur des cerveaux qui ont déjà été sensibilisés à la chose et qui donc peuvent plus facilement dire ah bah oui, un proton, je sais ce que c'est, bah oui, une galaxie, je vois très bien ce que c'est. Bon, c'est un peu ça l'idée. Le jeu devrait sortir mi-décembre. Voilà. Et puis il est en cours de développement actuellement, quoi. Donc effectivement, il y a un machin qui s'appelle Internet qui nous est tombé dessus, qui fait partie d'une manière générale de je dirais, toutes ces technologies, on va les appeler technologies pour l'instant, hein, qui ont représenté un véritable changement par rapport à la gestion de la connaissance. Alors oui, il y a une invention de l'écriture, mais surtout il y a l'invention de l'alphabet. Et moi, avant, je voudrais faire un focus dessus, parce que pour moi, c'est très proche de l'invention de l'Internet. D'ailleurs, mon motto, c'est Internet, c'est pas une nouvelle technologie, c'est pas un média, c'est un nouvel alphabet. Et imaginez-vous, vous êtes en moins 1500, moins 2000, et quelqu'un vient vous voir et vous dit bah, t'arrêtes de dessiner un arbre et tu passes par une série de symboles abstraits. Je ne sais pas si vous imaginez la résistance au changement. Hein. J'y comprends rien, c'est trop compliqué. Puis l'autre en face, il avait une autre série de symboles qui était RE. Au moins, quand on dessinait un arbre, on se comprenait. Donc, c'est une régression. C'est le drame de Babel. Et puis Socrate, qui était cité tout à l'heure, qui en rajoute une couche. Hein. Je vous rappelle que Socrate refusait l'écrit. Socrate disait que l'écrit ne véhicule pas la connaissance, mais l'illusion de la connaissance, d'où son enseignement oral. Les jeunes gens qui marchaient autour de lui, péripatéitos, les péripatéticiens, c'est pour ça que les jeunes filles n'étaient pas admises au cours de Socrate, ça aurait mal foutu, enfin bref. Bon, d'ailleurs, entre parenthèses, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu les Grecs et les Égyptiens, et les Égyptiens ont refusé l'alphabet. Et pourquoi? Parce qu'entre autres, ils avaient un système de hiéroglyphes qui était déjà suffisamment tordu, mais qui était royal, c'est-à-dire que le peuple n'avait pas le droit de faire des hiéroglyphes, hein, c'était réservé à l'élite, d'où la couche des scribes qui était là pour faire circuler la connaissance. Hein. Donc c'est une société qui était bâtie autour du « dormez, dormez, brave peuple, les scribes bosseront pour vous ». Les scribes, aujourd'hui, s'appellent le middle management dans les entreprises, hein, pour donner un équivalent. Bon. Avec comme résultat, c'est qu'après avoir produit des chefs-d'œuvre magnifiques, eh bien, lentement mais sûrement, la civilisation égyptienne a décliné. À l'inverse, je dirais, les Grecs, eux, ont compris l'alphabet, ils ont inventé la voyelle qui n'existait pas, et ils ont fait des lois, loi de Carondas, les enfants iront à l'école apprendre à lire et ce sera la ville qui paiera les maîtres. Et donc les Grecs ont construit leur société autour de l'alphabet avec comme résultat explosion de la connaissance, explosion de la science, explosion de la médecine, explosion du savoir. Je vous rappelle deux atomes de connaissance qu'on oublie en classe de 3e et qu'on oublie parfois trop, hélas. Un premier, en moins 280, un Grec, Ératosthène, calcule le diamètre de la Terre, erreur 4,5%. Je ne sais pas si vous imaginez, en moins 280, on connaissait le diamètre de la Terre avec moins de 5% d'erreur. Et en plus 150, il y avait à Alexandrie une porte de temple de 5 mètres de haut qui était mue par une machine à vapeur. Donc c'est pas Denis Papin qui a inventé la machine à vapeur, c'est les Grecs, en plus 150 à Alexandrie. Bon, simplement, ils l'ont pas étendu parce que ça piquait du travail aux esclaves et que, voilà, c'était pas très sympa pour eux. Enfin bref. Bon. Et puis arrive le livre et se trouve l'imprimerie. Et l'imprimerie aussi a pas mal de points d'analogie avec Internet.
En faisant un peu une caricature, il y a d'un côté une église catholique hyper hiérarchisée, hein, avec un pape, ça doit être la seule église au monde qui possède une hiérarchie avec un chef suprême, et qui, en plus, faisait de plus en plus monter la valeur, l'économie vers le haut, et qui appauvrissait la base, les paysans, et qui ne voulait pas que les paysans s'instruisent. Pourquoi? Parce que si le paysan apprenait à lire, il commencerait à challenger monsieur le curé. Monsieur le curé, ce que vous dites là dans la Bible, c'est pas la même chose, et puis il poser des questions gênantes du genre, mais pourquoi on ne parle pas suffisamment de l'Ancien Testament, c'est quand même bien plus rigolo que le Nouveau Testament, etc. Bon. Et puis, en réaction, donc, le protestantisme qui dit, ben non, moi je veux construire une société autour de la communauté, et la communauté c'est l'inverse d'une hiérarchie. Pour qu'une communauté marche, il faut que l'ensemble des membres de la communauté mettent de l'énergie, il faut donc qu'ils soient éduqués, et donc il faut qu'ils apprennent à lire, et ça tombe bien, il y a l'imprimerie qui est là, qui va me servir pour diffuser la Bible. Mais c'est la même imprimerie qui est la base de la société, je dirais, industrielle. Il n'y a pas de société industrielle s'il n'y a pas une manière de développer, enfin de diffuser les savoirs à bas coût dans le monde entier. Internet, c'est un peu ça aussi, hein. Internet, aujourd'hui, le monde dans l'entreprise, c'est l'endroit qui est le plus en retard par rapport à Internet. Pourquoi? Parce que ça bouscule la hiérarchie. Je veux dire, plaquer brutalement Internet sur une hiérarchie, ça fabrique des schizophrènes et rien de plus, quoi. Mais donc, c'est le support d'un nouveau modèle communautaire, mais c'est aussi... je dirais, le support de la mondialisation, des échanges économiques. On le verra, d'une économie plus de flux qu'une économie de stock. Et donc, ça porte aussi cette dualité. Si on se dit qu'après tout c'est un alphabet, je vous rappelle qu'un alphabet c'est un système neutre, hein, c'est le même alphabet qui produit des poèmes de Ronsard d'un côté, Mein Kampf d'un autre côté, des notices d'emploi d'appareils et des revues porno. Donc Internet doit rester un système neutre, puisque comme tout alphabet, ça doit permettre de véhiculer, bah oui, la beauté et la laideur en même temps, l'intelligence et la stupidité en même temps. Si on commence à vouloir filtrer ça, on se trompe de combat. En ce moment, malheureusement, on est en train d'aller vers le mauvais côté du combat, quoi. Et puis arrive l'ordinateur. Et alors là, moi, j'ose me permettre de citer Michel Serres. L'ordinateur, pas dans le sens de la machine à calculer, mais dans le sens de cette extraordinaire conférence de Michel Serres sur Saint-Denis, où vous savez, Saint-Denis, bon, on lui coupe la tête, puis de temps en temps, il se promène avec la tête sur un plateau, et la question, c'est où est Saint-Denis? Est-ce qu'il est dans la tête qui regarde le corps? Est-ce qu'il est dans le corps qui tient la tête? Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se disent, il a fumé un joint, le pauvre Michel Serres, pour se poser ce genre de questions, mais bon, c'est des questions de philosophe, hein, il faut respecter. Mais Michel Serres, de conclure, vous savez, quand vous êtes devant votre écran et que vous tapez un document, vous êtes comme Saint-Denis, vous parlez à votre propre tête. Hein, est-ce que c'est bien ce que je veux dire? Non, je le reformate, c'est pas comme ça, etc. Donc, quelque part, ça, c'est un objet dans lequel vous avez mis une partie de vous-même, et c'est un objet qui est réflexif de votre propre intelligence, de votre propre cerveau. Sauf que, rappelez-vous, quand ça arrive dans les années 80, ça s'appelle l'informatique individuelle. Le grand génie de Bill Gates, quand il crée Microsoft, c'est un PC et une imprimante sur chaque bureau. Et il n'y avait pas de réseau. D'ailleurs, je peux même vous dire, quand on regarde un peu l'histoire d'Internet, les chercheurs qui, dans les années 1970-1980, s'intéressaient à la mise en réseau des ordinateurs étaient considérés comme fada. Hein. Ils allaient dans les conférences, ils parlaient de protocoles de communication, puis les gens ils disaient mais à quoi ça sert de faire causer des ordinateurs entre eux. D'ailleurs, le protocole Ethernet, qui est celui de la fameuse prise qu'on met là, a été inventé à l'université d'Hawaï, et tout le monde se moquait d'eux en disant de toute façon Hawaï, c'est pas des chercheurs, c'est des surfeurs. Pas des surfeurs du net, hein, vous avez compris. Hein, bref. Et puis arrive Internet. Et moi, si j'avais à résumer Internet en une phrase, je dirais, c'est ce qui permet de réaliser cette subtile alchimie qui consiste à passer d'une somme d'intelligence individuelle à une intelligence collective. Alors pourquoi c'est pas la même chose? Pourquoi il faut passer à une intelligence collective? C'est un peu ce que je vais partager avec vous. Juste un truc, hein, la question la plus simple, c'est pourquoi une somme d'intelligence individuelle, c'est pas une intelligence collective? Ça, c'est très simple. Il suffit de regarder n'importe quel comité de direction d'un grand groupe. Hein. Moi, j'ai travaillé à France Télécom. Vous avez 10 managers qui sont tous individuellement brillants, mais alors vraiment à vous enfiler des complexes et qui deviennent collectivement idiots. Ça, c'est assez marrant. À prendre pas de décision, à se filer des croche-pieds, etc. Ça existe à peu près dans beaucoup de corps constitués. Ce qui m'intéresse dans le modèle Internet, j'ouvre une parenthèse, c'est que je vois l'inverse. C'est que je vois des gens qui ne sont pas forcément individuellement des esprits brillants, qui collectivement commencent à créer des œuvres. Hein. Wikipédia, on va en parler, étant pour moi le summum. Il n'y a pas de prix Nobel. Hein. Ce n'est pas une collection de prix Nobel qui a fait Wikipédia. Ce sont des gens ordinaires, entre guillemets, mais des gens passionnés et qui arrivent à créer une œuvre collective assez marrant. Donc, vous voyez, avec Internet, on voit à l'inverse des gens, pas forcément individuellement brillants, devenir collectivement intelligents.
Alors, pourquoi Internet? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça fait là? Etc. On a toujours coutume de dire que le monde, il était différent avant. Non, sur beaucoup de points, le monde, il était pareil avant, hein. Moi, parmi les choses qui me fascinent, je ne sais pas si vous savez que le temps moyen que passe un citadin dans les transports est le même à Londres, Tokyo, New York, Los Angeles, Paris, hein, c'est 1 heure et demie. Mais il a été montré que c'est le même depuis 40 ans et les historiens vous disent que c'est le même depuis le Moyen-Âge. Donc, en fait, le RER, ça ne sert pas du tout à réduire les temps de trajet, ça sert à agrandir la ville, hein, c'est un peu différent. En revanche, ce qui s'est passé de très récent, qui vraiment pour moi est un véritable changement, quand moi je suis né, il y avait 2,3 milliards d'individus sur Terre. Aujourd'hui, il y en a plus de 7, c'est pas moi le coupable, hein, je vous rassure. Mais 7 milliards d'individus dans un même vaisseau spatial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos journées sont bourrées d'interactions. Hein, on a plein d'emails, plein de textos, on voit plein de contenus, on a plus d'amis, il y a plus de gens dans le métro, plus de gens dans le train. Enfin, on est de plus en plus dans un monde bourré, je dirais bourré d'interactions, et ces interactions deviennent de plus en plus nombreuses. Alors ça veut dire quoi sur le plan individuel? Ça veut dire qu'on est submergé. Hein, on a d'un seul coup, on a plein d'informations qui viennent de partout, plein d'interactions, on ne sait plus forcément comment les traiter. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas de figure, on continue de raisonner individuel. Hein, c'est le fameux syndrome du manager, j'ai trop d'emails. Ben, tu as trop d'emails, mais tu vas être au courant de tout. Alors il faudrait savoir, quoi. Si tu laissais un peu les gens faire, tu aurais moins d'emails et tu serais un petit peu plus à l'aise. Donc il faut qu'on se reconfigure. Hein. Moi je vais utiliser une figure que j'adore. Vous avez compris, à mon oncle, j'étais d'origine russe, donc dès qu'il y a un russe qui fait un truc intelligent, donc c'est Ilya Prigogine, Nobel de chimie, qui a montré la théorie des structures dissipatives, que sous la contrainte, on était obligé de se reconfigurer. Donc il faut considérer que nous sommes dans un monde qui est sous une contrainte très violente, hein, qui est la contrainte de cette multiplicité d'interactions, et qu'il faut qu'on change un peu nos méthodes, qu'il faut qu'on se réorganise, et vous allez voir que la réorganisation, elle tourne par un certain nombre de choses. Alors on est peut-être dans une homéostasie, hein, dans un équilibre dynamique, mais surtout, on est dans un équilibre dynamique qui crée des formes, et qui crée des formes totalement différentes. C'est l'autopoïèse, hein, qui est le cran après l'homéostasie. Donc on est en train de notre système Terre, y compris nous les individus qui sommes dedans, sommes en train de créer une nouvelle forme. Et cette nouvelle forme, eh bien, autour de quoi? Elle tourne autour d'une meilleure circulation d'informations. Ça, c'est mon dernier russe. Là, ça va devenir très pénible. On est sur une piste noire pendant 3 secondes, donc je vous rattraperai après. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Lyapunov, qui est un russe qui a beaucoup travaillé sur la théorie des systèmes dynamiques et qui a montré qu'on pouvait se créer des espaces de stabilité dans le chaos en connaissant avec précision je dirais, l'état du système tel qu'il est actuellement. Donc, tout ça pour dire quoi? Aujourd'hui, la condition pour résister à toutes les pressions de l'environnement, c'est de faire circuler l'information et de la faire circuler l'information dans un réseau. Et ça tombe bien, on est justement dans un monde où Internet arrive, Internet est là, et Internet nous permet cette meilleure circulation d'informations dans des modèles beaucoup plus en réseau que dans des modèles hiérarchisés qui résistent beaucoup moins bien au stress. Je vous rappelle même que l'un des fondements de l'Internet, la création de l'Internet, c'est peut-on faire un réseau qui résiste à une attaque nucléaire, et il a été montré, les électriciens le savaient d'ailleurs, hein, que les réseaux maillés résistent mieux aux attaques nucléaires que les réseaux non maillés. Et ça a été démontré, entre autres, pour les attentats du 11 septembre, ou le tremblement de terre en Haïti, où le téléphone, qui est dans une logique hiérarchisée, ne marchait plus, alors que l'Internet, qui est dans une logique, au contraire, maillée, avec circulation de l'information entre des nœuds voisins, a résisté au stress. Alors, bien sûr, tout ça, ça s'accompagne d'un certain nombre de fractures, hein. On ne fait pas ça de manière simple, en disant ok, avant j'étais en hiérarchie, maintenant je suis en mode réseau. Et moi je vous en suggère 6 qui sont, je dirais, pour moi, les 6 grandes fractures du numérique. Alors la première, et ça c'est le monde de l'apprentissage qui se prend ça en pleine poire, hein, nous sommes passés d'un monde où l'information était rare à un monde où l'information est hyper abondante. En 2010, le patron de Google disait « En 2 jours, nous générons autant d'informations que depuis la naissance de l'humanité jusqu'à 2003 ». Aujourd'hui, c'est même en moins d'une demi-journée qu'on génère autant d'informations. Donc, on baigne dans un océan d'informations. Google, effectivement, est assez bien, sur certains plans, le maître du monde. Hein. Il existe, par exemple, un site que j'aime beaucoup, qui s'appelle Google Flu Trend. Google s'est aperçu que rien qu'en regardant l'émergence de certains mots-clés, il était capable de prédire 2 jours avant l'arrivée d'une épidémie de grippe. Quand il y a une épidémie de grippe, il y a toujours des gens qui l'ont avant
les autres, et d'un seul coup, Google voit dans certains endroits émerger mal de tête, front chaud, il a trouvé les bons mots-clés. Google est capable de prédire des épidémies de grippe avec 2 jours avant, quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, comme il a été dit ce matin, l'ancien modèle de l'enseignant qui a ses atomes de connaissances comme le ramasseur de champignons connaît c'est quoi un champignon et les délivre à des élèves ébahis devant tant de maîtrise et de subtilité, bah, tout ça aujourd'hui c'est fini. Les étudiants ont accès au même coin à champignon que le professeur, voire même plus, parce que des fois ils sont même plus à l'aise que l'enseignant. Et puis bah, ça change totalement le rapport à la pédagogie. Moi, je suis encore mal à l'aise parce que ça m'arrive encore de faire un cours magistral devant une centaine d'étudiants dans une école qui s'appelle l'Éthique à Paris. C'est pas vraiment à l'aise. D'abord, ils sont tous en train de travailler. Sauf que de temps en temps, il se produit une lueur je dirais, un moment merveilleux, quoi. D'un seul coup, il y en a un qui lève la main, qui dit « Monsieur, vous savez ce que nous racontez? Moi, je vois l'inverse sur Internet. » Donc, je lui dis « Tiens, c'est génial. Ils sont pas en train d'écrire leur petite copine, ils suivent quand même un peu ce que je fais, quoi. » Donc, voilà, de temps en temps, on a un moment de grâce où quelqu'un vous contredit, quoi. Voilà. Mais donc, c'est fini, ça. Hein, on est dans un monde d'informations hyper abondantes, et bien évidemment, moi qui suis cartographe de cœur, et puis c'était ma première passion, je veux dire aujourd'hui, moi je sens plus mon rôle comme une aide à la navigation dans cet océan d'informations qui est hyper abondant. Expliquer que c'est pas parce qu'il y a un océan d'informations qu'il faut croire la première source venue, qu'il y a quand même une éthique à avoir, de croisement de données, etc., que grosso modo Internet ça ne devrait pas empêcher de réfléchir, quoi. Deuxième grande rupture, ben oui, nous passons d'un monde où ce qui est en maître, c'est l'innovation fermée, dans un monde où c'est l'innovation ouverte qui marche, quoi. D'un côté, à gauche, c'est je suis riche parce que j'ai un brevet, puis alors je ferme, je verrouille, ça c'est le monde de la téléphonie. D'un autre côté, je suis riche parce que je partage et que je crée de la connaissance collective et qu'à plusieurs, on valorise cette connaissance, hein, le modèle des labs, des living labs, des choses comme ça, quoi. À gauche, c'est le monde du téléphone, à droite, c'est le monde de l'Internet. Quand on compare la dynamique des deux, je dirais, il ne faut pas s'étonner si Internet est arrivé en 20 ans à interconnecter plus d'un tiers de la planète, quoi. Donc, si vous voulez, on a, d'ailleurs, entre parenthèses, par rapport à la NSA, moi, ça me pose quand même beaucoup de questions, puisque si la NSA a pu capter des écoutes téléphoniques, c'est pas possible dans un monde fermé sans l'accord des opérateurs, donc sans l'accord du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est un petit clin d'œil à l'actualité récente, quoi. La troisième grande fracture du numérique, c'est que les modèles hiérarchiques doivent de plus en plus laisser la place aux modèles communautaires. L'un des drames de l'entreprise, c'est que l'extérieur de l'entreprise est en mode communautaire et les gens partagent de l'information de manière extrêmement délicieuse et avec beaucoup de joie et de bonheur et de plaisir, et que l'intérieur de l'entreprise, elle, reste rigide et puis, je dirais, en silo, et donc ne fait pas forcément circuler l'information très bien. Un des plus beaux exemples de ce phénomène, ça a été Greenpeace contre Nestlé, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire où Greenpeace accusait Nestlé de mettre dans son Kit Kat une huile de palme qui venait d'un endroit en Indonésie où il y avait de la déforestation sauvage et ça détruisait l'écosystème des orang-outans. Et le PDG de Nestlé a réagi en mode silo, c'est-à-dire il a dit je file ça à mon département juridique. Évidemment, le rôle du département juridique, c'est de se cogner Greenpeace, quoi. C'est pas du tout de trouver la vérité. Alors que s'il avait pensé systémique, il se serait dit mais tiens, je vais quand même appeler le responsable de Nestlé en local. Et ce qu'il aurait trouvé, c'est que le responsable de Nestlé en local avait trouvé lui-même, avait vu qu'il y avait un problème, et était en train de virer le sous-traitant. Donc il aurait pu dire à Greenpeace, monsieur Greenpeace, je vous rassure, on a identifié le problème, on est en train d'agir. Bon, au lieu de ça, il s'est cogné Greenpeace, et finalement, c'est Greenpeace qui a gagné dans cette histoire. Les gens de Nestlé sont totalement traumatisés. Ça s'appelle l'effet Streisand, hein, pour ceux qui connaissent un peu ça, quoi. Oui, eh bien, alors ça... si on pouvait dire pourquoi la France est quand même sur certains plans très mal à l'aise par rapport à Internet, surtout notre brave élite, quelle qu'elle soit, élite politique, élite des grands groupes, etc., c'est que on passe d'un modèle où la confiance est externalisée, hein, on va voir le juge, on va voir le patron, on va voir le chef, on va voir le président de la République, et on lui dit tiens, résous-nous notre problème. Alors ça, c'est génial parce que du coup, nous, citoyens ou nous, membres d'une organisation, on n'a pas à bosser, hein, l'énergie elle vient de l'extérieur, sauf que dans
dans un monde bourré d'interactions, le chef, le juge, le machin, il y a un moment où il peut plus, quoi. Bon. Et puis il y a d'un autre côté un modèle où la confiance est internalisée, hein, le modèle d'eBay. La confiance vient du fait que les gens se notent les uns les autres et qu'en se notant les uns les autres, eh bien, on crée comme ça une confiance. Il n'y a pas besoin de juge, il n'y a pas besoin d'un expert, ça vient de l'intérieur. Encore une fois, moi je suis persuadé que par rapport à tous les problèmes du monde, il faut diminuer de plus en plus l'appel à l'externe pour gérer la confiance, quoi. On en parlera un petit peu, parce que Jacques m'a demandé de mettre un petit peu l'accent sur l'économie. Hein. Ben oui, on passe d'un monde d'économie de stock à un monde d'économie de flux. À gauche, je suis riche parce que je cherche à valoriser mon stock, je crée de la rareté, je génère de la rareté. C'est le modèle de la musique. Hein. J'encapsule tout dans des DRM et je génère de la rareté pour continuer de monétiser très fort mon fichier, mon morceau de musique. À droite, ben non, on génère de l'activité en faisant du flux, du flux, du flux, du flux. Si Google revenait à un modèle de rareté, c'est-à-dire vous disiez, ben moi maintenant, vous payez pour accéder à mon moteur de recherche, Google se casse la figure, c'est à peu près vrai. Il y a une manière que j'aime bien pour décrire ça. Hein. Dans une économie matérielle, quand on partage un bien, il se divise. Prenez la pizza, vous la coupez en 4, chacun un quart de pizza. Dans une économie matérielle, vous prenez un bien, quand vous le partagez, il se multiplie. Vous envoyez un fichier MP3 à 10 copains, qui l'envoie même à 10 copains, etc. D'où cette fameuse phrase délicieuse d'un gamin de 8 ans que j'adore. Ah ben moi, j'ai pas piraté le fichier, puisque quand j'ai envoyé un copain, il était toujours chez moi. Voilà, donc, et ça, c'est un peu un autre mode de réflexion, quoi. Et puis, ça, on va en parler un petit peu. Il n'y a plus que l'expert, c'est plus seulement l'expert, le sachant qui a le droit de faire du design. Aujourd'hui, le design devient collaboratif et il n'y a pas que Wikipédia. Je vous montrerai quelques exemples comme ça dans le monde de l'éducation. Et ça aussi, c'est très troublant. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre à la poubelle tout ce qu'il y a à gauche. Hein. Il y a une industrie qui doit absolument rester dans une économie de rareté, c'est le luxe. Si le luxe demain se met à faire de l'abondance, hein, si Ferrari vend ses voitures sur le même modèle que les Twingo, bah, c'est plus des Ferrari, quoi. C'est une espèce d'ersatz de Twingo, quoi. Et puis, bah, y a quand même, on veut quand même avoir des designers qui nous font des beaux objets. Je veux dire, Apple, c'est un exemple typique d'entreprise qui a un côté dans l'économie du luxe et un côté dans l'économie de partage et d'abondance, puisqu'elle a compris ce que les opérateurs télécoms n'ont pas compris, c'est qu'un téléphone, ça peut faire bien d'autres choses que téléphoner, que ça peut être une plateforme qui permet de générer de la créativité externe, quoi. Alors, juste sur l'économie, ben oui, donc hein, une économie de rareté, c'est peu de transactions, et on veut chercher à faire payer le plus possible chaque transaction. C'est le modèle des opérateurs de télécommunications, un peu bousculé, c'est vrai. Bon. Et là, ben, c'est du paiement à l'usage. Hein. Quand vous êtes dans une économie de rareté, vous êtes obligé de faire payer à l'usage parce que vous voulez justement que les gens consomment peu pour laisser la place à d'autres. Je vous rappelle que le téléphone portable aujourd'hui, c'est comme le bon vieux téléphone. Quand deux personnes s'appellent, il y a un canal de communication qui est réservé. Et même si vous êtes deux amoureux transis, vous échangez un soupir tous les quarts d'heure, ce canal de communication, c'est personne d'autre qui peut y accéder. Hein, d'où des fois, vous êtes coupé en plein milieu d'une communication, vous ne savez pas pourquoi. C'est simplement parce que bah, tous les canaux de communication de l'antenne GSM sont occupés, puis il y en a un qui arrive en rab, et les opérateurs télécoms, ils ne vous le disent pas, mais ils en virent un pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas très... J'ai jamais su les algorithmes. Alors ils m'ont dit que bah, on prend celui qui a parlé depuis le plus longtemps possible et on le coupe, c'est ça, mais bon, je suis pas sûr que ça soit que ça comme algorithme, quoi. Et puis du coup, bah, dans une économie d'abondance, hein, il y a de plus en plus même des corrélations entre la transaction et l'acte de payer. Encore une fois, Google, hein, je vous rappelle que c'est quand même 80 milliards de dollars de revenus sur autre chose que son moteur de recherche, qui est pourtant son actif principal, qui lui reste gratuit, quoi. Et puis arrive une économie communautaire, hein, qui moi m'intéresse beaucoup, parce que c'est une économie qui résiste bien à la crise, où là toutes les transactions sont en peer-to-peer, avec d'ailleurs l'argent classique. Hein. C'est pour ça que tous les phénomènes de type Bitcoin sont à regarder, parce que ça peut être une manière aussi de sortir de la crise. Hein. Il y a eu des exemples en Suisse ou en Autriche à la fin de la Seconde Guerre mondiale où des économies locales s'en sont sorties parce qu'elles ont généré de la monnaie locale. Et il y a quelque chose de très passionnant qui se trouve là-dessus. D'ailleurs, voici un certain nombre de sites. Hein. Je dirais d'un côté, il y a un modèle universal où on achète des artistes, on transforme et puis on revend des CD. Ça, c'est les modèles verticales. Et puis il y a My Major Company ou Indiegogo, Kickstarter, qui mettent en relation des gens qui ont des projets avec des gens qui financent les projets. Bon. Il y a d'un côté Novotel qui achète des immeubles, qui transforme et qui revend des nuits d'hôtel. Et puis Airbnb qui met en relation des particuliers entre
entre eux qui louent une partie de leur appartement, quoi. Il y a d'un côté la Société Générale qui achète de l'argent, transforme et vous renvoie et vous revend des prêts, en décidant d'ailleurs de qui est bon et de qui est pas bon. Puis de l'autre côté, il y a des modèles de type Prosper ou KissKissBankBank ou Hello Merci aujourd'hui, où ce sont des gens qui financent en direct d'autres personnes et sans passer, pareil, par une expertise. Bon, et puis il y a Hertz qui achète des voitures, transforme et puis vous revend des heures de location, et puis Voiture Libre qui met en relation des particuliers entre eux. Et j'appelle ça les barbares contre les rentiers. Pourquoi? Parce que quand vous commencez une start-up de type colonne de droite, Airbnb, Prosper, etc., votre premier objectif, c'est de monter la communauté. Ça ne marche que justement dans une économie de flux, que s'il y a beaucoup de transactions. Donc votre intérêt, c'est de monter le plus possible les transactions. Airbnb, c'est fascinant. Création en 2008, une nuitée vendue, enfin une transaction par jour. En 2012, une transaction toutes les 2 secondes. C'est une boîte qui vient de lever 170 millions de dollars sur la base d'une valo à 1,5 milliard de dollars. Donc, vous voyez, c'est quand même une belle entreprise. Ça me fout un peu en rogne que ce ne soit pas une boîte française, parce que je veux dire, la France, c'est quand même le pays des chambres d'hôtes. Mais bon, ça, c'est la vie, on ne va pas discuter là-dessus. Ou avec un peu de vodka, un peu de Calvados. Et donc, quel est le problème de tous ces barbares? C'est d'acquérir la communauté. Puis de l'autre côté, dans la colonne de gauche, il y a des rentiers qui, eux, ont la communauté. Sauf que ces gens-là, au lieu de les appeler des communautés, ils les appellent des clients. Ce qui est vraiment totalement idiot, quoi. Et donc, ils protègent leurs clients, ils les font pas discuter entre eux, ça les gêne même quand ils discutent entre eux. Et bien évidemment, tout le combat auquel on assiste, c'est les rentiers, qui sont de plus en plus attaqués par les barbares, qui vont petit à petit, je dirais, leur piquer leur communauté, quoi. Alors, juste pour revenir, oui, Internet, l'alphabet de l'intelligence collective, cette co-création. Alors, pourquoi, effectivement, faut-il faire de l'intelligence collective? Pourquoi c'est important? Moi, je vous suggérais une analogie qui n'a rien à voir avec Internet. On est ici en 2003, de mémoire, championnat du monde d'athlétisme, 4 fois 100 mètres féminin. 2 équipes favorites, les américaines et les françaises. Et un consultant avait fait une très belle analyse, et il n'y a pas photo, les coureuses américaines sont individuellement 7% plus rapides que les coureuses françaises. Donc vous avez 4 femmes dans un couloir, 4 femmes dans le couloir d'à côté. La première court 7% plus vite que la première d'à côté, la deuxième, etc. Bon, vous avez compris. Et pourtant, c'est les Françaises qui ont gagné. Alors pourquoi? La manière analytique de le dire, c'est que le passage du témoin était plus efficace. La manière synthétique de le dire, c'est que ce qui fait gagner le 4 x 100 mètres, c'est pas la vitesse des coureurs, c'est la vitesse du bâton. Et que la vitesse du bâton, c'est pas la somme de la vitesse des coureurs. Alors si on commence à se dire, mais finalement une organisation, une entreprise, une société, c'est quoi l'équivalent du bâton? Est-ce que c'est pas l'information? Et est-ce que c'est pas pour que l'ensemble de la société gagne et pas simplement chacun individuellement? Est-ce qu'il ne faut pas passer à un modèle où on s'intéresse beaucoup plus à la vitesse de l'information, comment l'information circule, comment ça bouge entre tout le monde? Et ça, c'est peut-être une clé finalement pour comprendre ce nouvel alphabet. La question a été posée, cette intelligence collective que nous devons tous créer. Alors quelques exemples comme ça que j'adore. Là, c'est Lego. C'est un site qui s'appelle Lego Cuso. Qu'est-ce que c'est que Lego Cuso? N'importe qui peut déposer un projet de Lego. C'est quand même assez marrant. Et puis recueillir des votes de la communauté. Donc les gens votent pour votre projet. Si votre projet dépasse 10 000 votes, eh bien le staff de Lego regarde votre projet. Et si ça lui plaît, ça devient un produit officiel de Lego et vous êtes rémunéré 1% des ventes. Donc vous voyez, n'importe qui peut aujourd'hui créer un Lego. Là, vous avez les 4 premiers qui ont été créés comme ça, selon ce modèle, et qui sont devenus des projets officiels de Lego. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la combinaison, la dualité entre le vote de la communauté et l'acceptation par le staff de Lego. C'est un très bel exemple de collaboration, si vous voulez, entre une entreprise et ses communautés. Moi, j'y crois beaucoup parce que vous savez, faire uniquement l'entreprise, c'est un peu comme la Ford. Le client a le choix de la couleur pourvu que ça soit noir. Bon, ça, c'est fini maintenant. Mais laisser faire que la communauté, c'est priver aussi l'entreprise de sa valeur ajoutée, qui est, mais moi, quand même, je suis une entreprise, j'ai des idées, je peux, voilà. Et là, on assiste à une très belle collaboration entre ce qui vient de la communauté et ce qui vient de l'entreprise elle-même. Ça, vous connaissez peut-être, c'est Foldit. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fascinant. Vous savez que pour les biologistes, c'est très facile d'avoir le modèle 2D d'une enzyme. C'est très compliqué d'avoir son modèle en 3 dimensions. Et ça, il faut avoir le modèle en 3 dimensions de la molécule pour la comprendre. Et entre autres, il y avait une enzyme qui était très importante puisqu'elle intervenait dans le sida du macaque et qu'il fallait comprendre comment le macaque
comment cette enzyme pouvait, je dirais, intervenir pour empêcher le macaque d'avoir le sida, et donc pour l'être humain. Mais le problème, c'est que les biologistes avaient le modèle en 2 dimensions, et pendant 15 ans, les plus grands biologistes du monde entier ont séché sur le modèle en 3 dimensions. Puis un jour, c'est l'Université de Washington qui a une idée. Et si on faisait jouer des gens en réseau, hein, donc des gens qui prennent les petits bouts ici, puis qui le transforment, qui mettent des liaisons, qui changent le modèle, un petit bout du modèle. Vous pouvez le faire individuellement, et puis vous pouvez le faire dans le cadre d'une équipe, où des fois, vous pouvez changer ce qu'a fait l'autre, etc. Et à chaque fois que quelqu'un fait un changement, il y a une fonction qui est calculée, qui est une fonction énergétique, qui vous dit si, grosso modo, vous avez amélioré l'enzyme, si vous êtes plus proche de la vérité. Eh bien, en 10 jours, la formule 3D de l'enzyme a été trouvée. Donc, ce que 15 ans de grands savants n'a pas réussi, 10 jours de joueurs en réseau l'a réussi. Les joueurs en réseau, aucun n'est biologiste. Il y en a un qui a un gamin de 13 ans, il y en a un qui est garagiste. Vous voyez, donc c'est vraiment... etc. Alors, bien sûr, les biologistes ont validé la molécule par derrière. Ce qui est intéressant, c'est que l'article scientifique qui a validé la molécule était co-signé des biologistes et de l'équipe en réseau qui a craqué le modèle. Ils sont maintenant un cran plus loin, ils font du design d'enzymes, c'est-à-dire que les biologistes commencent à designer des enzymes et après ils les filent aux joueurs en réseau qui la manipulent et qui arrivent à améliorer les performances de l'enzyme en question. Vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de biologistes, mais ça veut dire que ce travail qui est un travail de Romain, un travail de fourmi, hein, je dirais, des joueurs en réseau sont capables parce qu'ils ont une passion, parce qu'ils sont passionnés, parce qu'on a mis en place tout un système de récompense, etc., sont capables de faire ce travail de Romain de manipulation de la molécule en 3D, quoi. Ça, dans le domaine de l'apprentissage, j'aime beaucoup. Ça vient d'Australie. Je m'intéresse beaucoup à l'Australie, qui est un pays où il y a énormément d'innovation pédagogique. Donc ça, c'est un projet qui date d'il y a 7 ans, où tous les ans, il y a un grand concours qui s'appelle Murder Under the Microscope, donc meurtre sous le microscope, où des élèves travaillent entre eux pour trouver pourquoi dans un tel écosystème, il y a d'un seul coup les plantes qui dépérissent, etc. Il y a eu 8000 gamins qui, dès la première année, il y a 7 ans, ont joué ensemble à ce jeu-là, quoi. La même équipe, d'ailleurs, avait lancé dans Second Life, alors je retrouve mes anciennes amours avec le 3D virtuel, dans Second Life, ça s'appelle le projet Schoolabourette, où c'était il y a 6 ans, pareil, hein, des gamins construisent des choses dans Second Life. Et pour moi, la plus belle expérience, c'est la reproduction d'une cérémonie médiévale japonaise. Donc les gamins qui étaient dans une école japonaise, hein, l'équipe, a dû reconstituer le temple d'or, hein, le Kinkakuji, mais vraiment le reconstituer à l'identique. Donc il fallait aller sur Internet, il fallait trouver les mesures du temple d'or, il fallait refaire l'architecture exactement à l'identique. Ils ont dû chercher des vieux kimonos chinois de cette époque, hein, et donc faire des vêtements qui correspondaient à ces kimonos dont ils avaient découpé les images. Et puis le jour où ils étaient prêts, eh bien, ils ont fait une cérémonie et ils ont invité tous les gamins du monde entier, du réseau Schoolabourette, à venir assister à cette cérémonie japonaise. Bon, vous imaginez, bien sûr, vous trouvez encore ça sur YouTube, hein, vous imaginez ce que c'est pour un gamin d'inviter ses copains en lui disant tiens, moi je t'invite à une cérémonie médiévale japonaise, quoi. La même chose est en train de se produire dans Minecraft, hein, qui est une plateforme assez intéressante de jeu où des gamins commencent à reconstituer, pareil, là c'est une ville médiévale, hein, et donc commencent à collaborer sur la création de tout un tas d'ensembles. Minecraft, une plateforme qui est quand même assez intéressante, hein, peut-être un peu le nouveau Second Life, parce qu'elle est vraiment beaucoup plus tournée vers le jeu que ne l'était Second Life, qui finalement était un peu pauvre sur ces sujets-là, quoi. Alors oui, effectivement, Wikipédia, moi si je me permets d'insister, même si vous connaissez tous Wikipédia, c'est que pour moi c'est la quintessence de ce qu'est l'Internet, hein. Donc je vous rappelle l'historique de Wikipédia. En 2001, donc Jimmy Welch veut faire une encyclopédie, Nupédia, qui serait online, mais il le fait à l'ancienne, c'est-à-dire il demande à des experts d'écrire des articles, sauf qu'il leur dit, comme j'ai pas de modèle économique, je peux pas te payer. Alors s'il y a bien une chose qu'il faut jamais dire à un expert, c'est je peux pas te payer, puisque lui c'est son gagne-pain, quoi. Donc résultat, au bout d'un an et demi, il a 24 articles. Bon. Donc il s'apprête à foutre ça à la poubelle. Et puis il y a son rédacteur en chef qui lui dit, écoute, il y a un machin qui vient d'être inventé, qui s'appelle un wiki, qui est une plateforme d'écriture collaborative. Pourquoi on mettrait pas en amont de Nupédia un truc où tout le monde pourrait proposer des articles, mais ce serait juste pour amorcer la pompe. Après, les articles iraient et seraient validés, voire transformés par les experts, quoi. Bon. Aujourd'hui, on est 12 ans après. Wikipédia, c'est 23 millions d'articles. Nupédia, c'est toujours les 12 articles du début. Il n'y en a pas eu un qui a changé, quoi. Alors,
Un point sur Wikipédia, oui c'est mauvais, hein, je rassure ceux qui sont contre. En 2009, la revue Nature a comparé Wikipédia, le taux d'erreur, avec le taux d'erreur dans l'Encyclopædia Britannica, qui est l'équivalent anglo-saxon de l'Universalis. Il y a exactement le même taux d'erreur. Hein. Donc Wikipédia, c'est aussi mauvais qu'une encyclopédie papier. Voilà. Sauf que, bien sûr, dans Wikipédia, quand il y a une erreur, bien, elle est corrigée. Hein. Il y a un chiffre qui m'a toujours fasciné, il y a des actes de sabotage dans Wikipédia, hein. Il y en a plein. C'est corrigé en 3 minutes. Bon. Deuxièmement, il y a un autre concept qui me plaît beaucoup. Dans Wikipédia, chaque article a un onglet historique. Vous pouvez voir tout l'historique de l'article, hein, depuis ses débuts, et tous les changements. Et ça, c'est passionnant. C'est comme si, dans un article, dans une encyclopédie, vous puissiez voir tout l'historique de fabrication de l'article. Bon. Et surtout, il y a un troisième onglet qui, moi, me passionne, c'est l'onglet discussion. Pourquoi ? Parce que dans Wikipédia, on sait très bien qu'il n'y a pas de vérité universelle. À part je nais, je vis, je meurs, mais je vous rappelle quand même que selon que vous regardez une encyclopédie européenne ou française ou américaine, c'est pas le même Toubib qui a trouvé le virus du sida. Hein, donc, vous voyez, donc il y a très peu de vérité universelle. Des proches le disaient bien d'ailleurs. Hein, des proches disaient l'ennemi est con parce qu'il croit que c'est nous l'ennemi alors que c'est lui. Quoi. Bon, donc voilà. Mais comme on le sait dans Wikipédia, mais comme on veut que les articles soient de qualité, eh bien c'est dans l'onglet discussion qu'on s'engueule. Et là, c'est passionnant, parce que des fois, là, je vous conseille d'aller voir l'onglet discussion sur la Palestine. Alors là, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un paratonnerre. On sait très bien que les gens, il faut qu'ils s'engueulent pour tomber d'accord, parfois. Ben, vous engueulez, mais pas dans l'article lui-même, dans l'onglet discussion. Mais surtout, pour moi, la plus grande révolution, c'est le nombre de langues. Parce qu'effectivement, Wikipédia est dans plusieurs langues. Et je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de langues et des 3 premières en termes de nombre d'articles. Eh bien, en premier, vous avez l'anglais, pardon, excusez-moi. L'anglais, qui est à peu près 4 millions d'articles aujourd'hui. En deuxième, vous avez le hollandais. En troisième, vous avez l'allemand. En quatrième, vous avez le polonais. Le français était troisième à un moment, mais on s'est fait doubler par les polonais et par les italiens. En 13e position, vous trouvez le catalan. En 29e position, vous trouvez le breton. En 50e position, vous trouvez le basque. Il y a en tout et pour tout 287 langues dans Wikipédia. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les Peuls, les Comanches, les Cheyennes, les Ourdous, les Ouzbeks, les Tadjiks, les Bretons, tout ce que vous voudrez de langue rare ou régionale, ont leur propre encyclopédie dans leur propre langue, qui ne soit pas une traduction d'une encyclopédie occidentale. Et je pense qu'on n'en est qu'au début de ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, j'ai un petit projet, pas un projet, mais je voudrais aider quelqu'un. Il se trouve que j'ai une de mes amies qui est une prof en Australie qui a travaillé dans le bush à un moment avec les aborigènes, qui est revenue complètement catastrophée en me disant, j'ai passé 4 ans avec eux, mais on sent bien que ce monde occidental, ça leur plaît pas. De notre côté, ils se réfugient dans l'alcool. Qu'est-ce que je peux faire de ces gens-là ? Je lui dis, c'est très simple. S'ils ont une langue écrite, tu leur fais faire leur Wikipédia dans leur langue, parce que d'un côté, ça pourra les ancrer dans leur culture, et d'un autre côté, ça les plongera dans la modernité, et puis ça les occupera. Et puis voilà quoi. Et ça, en termes économiques, il n'y a aucun autre modèle que la participation collaborative basée sur le don. Hein. Vous savez que Wikipédia, il n'y a pas de pub, ce n'est que le don qui marche. Hein. 20 millions de dollars par an pour faire tourner les serveurs, et une petite équipe. Ça, c'est quand même, pour moi, une des grandes ruptures du modèle Internet. Et je ne suis même pas capable de savoir ce que ça veut dire, que d'un seul coup, toutes les langues régionales, d'un côté, plein de gens qui ont peur, mais l'anglais est en train d'envahir le monde. Oui, mais d'un autre côté, les langues régionales, les langues rares, les cultures pourront exister au travers de leur encyclopédie. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fascinant, quoi. Alors, l'éducation 2.0, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est surtout pas ça. C'est-à-dire, c'est surtout pas reproduire à l'ancienne, reproduire les vieux schémas anciens pour les répliquer dans un monde du numérique. Moi, je vous suggère, c'est un peu une banalité, mais c'est un peu comme premièrement, oui, c'est le travail collaboratif. En France, on a une formation individuelle qui est extraordinaire. Je ne suis pas sûr qu'on ait une formation collaborative qui soit vraiment top. Hein. Si je prends aujourd'hui un gamin qui arrive en classe de terminale, quand est-ce qu'il a été formé, quand est-ce qu'il a été jugé, sur un travail collaboratif ? Il y a le TPE en classe de première. Et puis, officiellement, c'est tout. Officieusement, quand vous discutez avec les enseignants, peut-être parmi vous, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'enseignants déviants, innovants, qui disent « Moi, de toute façon, j'ai compris que le monde était en train de changer. » Et puis, allez, OK, il y a le système officiel d'un côté. Et puis, moi, j'ai décidé de plus former au collaboratif, au travail de groupe, avec des résultats qui sont bien évidemment extrêmement détonnants. D'ailleurs, entre parenthèses, moi qui suis très fan des forums de discussion, il existe un forum qui me passionne, c'est le forum des enseignants du primaire, qui a été lancé par un enseignant qui maintenant enseigne à l'île de la Réunion,
André Yorguet, qui, quand il était élève à l'IUFM, avait plein de problèmes, mais comme il avait pas sa langue dans sa poche, il disait à ses copains, moi j'ai des problèmes, je comprends rien, et ses copains lui disent, heureusement que tu me le dis, parce que moi non plus je comprends rien au cours, mais j'osais pas le dire, quoi. Et donc il a formé une communauté humaine qui l'a mise sur Internet. Donc aujourd'hui, c'est un lieu d'échange extraordinaire entre enseignants du primaire. Le chiffre qui est génial, c'est 4 millions de messages, 158 000 profs. C'est-à-dire, il y a un enseignant du primaire sur deux, il y a à peu près 300 000 enseignants du primaire, il y en a un sur deux qui dit, grosso modo, l'éducation nationale ne me donne pas l'outil dont j'ai besoin pour bosser, mais je m'en fous, je me le suis fait par ailleurs. Entre parenthèses, 400 € par mois de coûts informatiques. Il a fait une association loi 1901, cotisation 2 € par an, calculé. Il a besoin de 2000 membres pour faire tourner son truc. Comme il ne veut pas non plus forcer les gens à payer, il y en a 700 qui payent en fait. Il fait un peu de publicité. Vous savez, quand vous avez une communauté de 150 000 profs, vous n'avez aucun problème pour trouver des mandats publicitaires. Et voilà, quoi. Alors, deux questions intéressantes que je lui avais posées. Si vous allez sur mon blog, vous verrez tout l'interview. Je lui avais dit, premièrement, est-ce que ça a un impact sur la pédagogie des enseignants? Parce que le fait qu'eux-mêmes, je dirais, échangent de manière très intelligente entre eux, forcément, ça n'a pas que sur leur pédagogie. Il m'a dit oui, je vois de plus en plus de gens qui disent ce que je vis moi dans ma pratique d'enseignant, d'échange avec mes pairs, finalement, je vais de plus en plus le développer entre mes élèves. Et puis, je lui ai dit, c'est quoi vos relations avec l'éducation nationale? Il m'a dit, il ne m'embête pas, il m'ignore, donc tout est parfait. Il m'a dit, si juste une fois, ils avaient lancé un projet en interne et ils m'ont demandé s'ils pouvaient m'acheter un bandeau publicitaire. Oui, ça, c'était quand même le monde à l'envers, quoi. Deuxièmement, oui, l'implication, le fameux engagement. Et donc ça, c'est enseigné au travers de faire. Les quelques exemples que je vous ai montrés, mais aussi qui vous ont été montrés dans le cadre du colloque, oui, dès que les gens font, c'est quand même nettement différent que simplement apprendre. Ça développe plein de choses. Et puis, troisièmement, c'est le fun. Je veux dire, moi, j'ai vécu toute ma carrière professionnelle dans l'idée que si on s'amusait au travail, c'est qu'on n'était pas productif. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Si on veut que les gens bossent bien, il faut qu'ils soient heureux. Si on veut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils rigolent, quoi. Je veux dire, ça paraît une banalité, mais moi, je me souviens d'un jour où, moi qui suis plutôt de genre rigolé, j'étais à l'hygiène, puis je fait « Ouais !» J'étais content d'avoir trouvé un truc, et puis d'un seul coup, le PDG y rentre, il m'a regardé, fusillé du regard. J'ai compris que j'avais perdu 3 points ce jour-là, mais enfin bon. Bref, quoi. Donc voilà, tout ça, je dirais, c'est des choses qu'on trouve beaucoup dans la littérature actuellement, et de plus en plus, c'est que justement, nous avons la chance aujourd'hui, c'est que nous avons un machin qui s'appelle Internet, et puis qui permet de réaliser ça, c'est-à-dire qui permet de faire travailler, de faire apprendre les gens ensemble, qui permet de les impliquer beaucoup plus, et puis qui permet d'introduire du rire et du plaisir, je dirais, dans tout ça, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je veux faire dans mon jeu, quoi. Et puis pour terminer, moi, je voudrais rendre quand même hommage à un homme assez extraordinaire, un Pierre Teilhard de Chardin, qui, en 1922, disait « Il y a l'atmosphère qui nous apporte l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Il y a la biosphère qui crée les chaînes alimentaires dont nous avons besoin pour nous nourrir. Et je vois arriver la noosphère, qui est la sphère des idées interconnectées, qui bientôt, je dirais, remplira toute la planète. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous sommes tous en train de vivre, c'est la réalisation. Nous sommes la première génération à pouvoir dire, nous pouvons commencer, parce qu'il y a ce machin qui s'appelle Internet, à créer cette fameuse noosphère, qui est la sphère des idées interconnectées, qui a été développée par Teilhard de Chardin donc en 1922. Voilà, merci.